S'il y a bien une chose qui me fascine à travers toutes les affaires que nous avons vues jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est le côté psychologique. C'est quelque chose de très fascinant, qui est parfois très complexe, voire étrange. C'est parfois dépourvu de sens et de toute logique. L'histoire que nous allons voir est d'une tristesse inouïe qui dépasse toute raison. Eh bien, salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle affaire qui fait froid dans le dos. Sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Si vous avez des enfants, cette vidéo risque de vous faire réagir. On est sur quelque chose de très triste, très difficile à accepter. Nous allons découvrir plus que jamais que l'amour peut se transformer en folie, et que par la folie, elle peut mener à la mort. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Andrea Yates. Comme d'habitude, on va dans un premier temps se concentrer sur sa vie, essayer de creuser le maximum possible, de comprendre chaque détail jusqu'à arriver au meurtre. Et bien c'est parti pour découvrir la triste histoire d'Andrea Yates. Let's begin. Andrea Kennedy est née le 2 juillet 1964 à Hallsville, au Texas. Elle est la plus jeune des 5 enfants de Jutta Karin Kauler. Sa mère était une immigrante allemande et son père Andrew Kennedy venait d'une famille immigrante irlandaise. Durant son adolescence, la jeune fille a eu des épisodes de boulimie et souffrait de fortes dépressions. Andrea était une jeune fille qui voulait toujours plaire à ses parents, et en particulier à son père. C'était un professeur très exigeant et elle ne voulait pas le décevoir. Elle était excellente scolairement parlant. Andrea a toujours eu de très bons résultats dans son parcours. Elle est diplômée de la Milby High School de Houston en 1982. Pendant ses études, Andrea est capitaine de l'équipe de natation et officier de la National Honor Society. Il s'agit d'une communauté étudiante de renommée aux États-Unis. À la fin de ses études, lors de la remise des diplômes, c'est elle qui a été choisie pour faire un discours pour sa promo. Elle était la fierté de ses parents. Ensuite, elle suit un cursus d'infirmière pendant 2 ans à l'université de Houston et en ressort diplômée. De 1986 à 1994, elle travaille alors comme infirmière dans un centre de cancérologie de l'université du Texas, le plus grand de tout le pays. Lors de l'été 1989, elle rencontre Russell Yates, un jeune ingénieur qui conçoit des outils informatiques pour la NASA. Les deux jeunes de 25 ans sortent ensemble et décident rapidement d'habiter ensemble. Jusque-là, tout se passe bien, ils sont heureux et semblent amoureux. Que demander de plus? Eh bien, le 17 avril 1993, environ 4 ans après leur rencontre, ils se marient. Russell et Andrea semblent s'être vraiment bien trouvés, et Russell considère sa femme aussi comme sa meilleure amie. Avant de se dire oui, le couple a annoncé lors du mariage qu'il cherchait à avoir autant de bébés que la nature leur permettrait. Andrea décidera de devenir femme au foyer et de quitter son travail d'infirmière lorsqu'elle aura son premier enfant. Et bien 3 mois après, elle tombe enceinte. Le couple achète alors une maison à Friendwood au nord-ouest du Texas. Le 26 février 1994, le petit Noah Jacob voit le jour. Russell et son épouse sont aux anges, et tu m'étonnes, le premier enfant c'est toujours très beau. Mais un matin, quelques semaines plus tard, quelque chose de bizarre va se produire. Andrea va avoir une étrange vision dans son esprit, comme une sorte de rêve éveillé. Une image d'un couteau, puis une scène représentant quelqu'un poignardé. La vision disparaît aussi vite qu'elle est apparue. La sensation était très étrange pour elle, et elle décide de ne pas en parler à son mari. Peu de temps après, Russell accepte une offre d'emploi de 6 mois en Floride, à presque 15 heures de route de leur maison. Andrea accepte, quitte sa famille, ses amis, et arrête la natation. C'était une nouvelle aventure qui commençait pour la petite famille Yates. La maison de Friendwood est mise en location, et le couple décide d'emménager ailleurs. Ils vont emménager dans une petite roulotte dans la ville de Seminole en attendant de trouver mieux. Le 15 décembre 1995, le couple donne naissance à leur deuxième enfant, John Samuel. Andrea et Russell sont des gens très croyants, et c'est pour ça qu'à chaque fois, ils décident de donner des noms à leurs enfants à connotation biblique. Andrea est une jeune femme qui a tendance à être très secrète dans ses sentiments, et cela semble poser quelques problèmes avec sa relation avec Russell. De temps en temps, son mari lui demande de prendre un peu plus de temps pour elle. Selon lui, elle donnerait peut-être un peu trop de son temps à s'occuper de John et Noah.
Mais cela ne semble pas être l'avis d'Andrea, qui répond par simplement « Je suis une mère maintenant ». La journée, pendant que Russell travaille, elle emmène ses 2 garçons à la plage et s'occupe d'eux du mieux qu'elle peut. Sa vie semblait lui convenir, en tout cas elle ne s'en plaignait pas. Le 13 septembre 1997, c'est au tour de Paul Abraham d'entrer dans la vie des Yates. Cette année-là, Russell ayant terminé son job en Floride, le couple retourne s'installer au Texas. Mais ils ne vont pas réintégrer leur maison. Ils préféraient pour le moment continuer à vivre dans une sorte de maison roulante. Russell et Andrea sont finalement un peu des voyageurs et aiment manifestement sillonner les routes avec leurs enfants. D'ailleurs, souvent, Andrea leur fait l'école à la maison. Mais la roulotte devient trop étroite pour accueillir la famille composée maintenant de 5 personnes. C'est alors qu'en 1998, Russell apprend une bonne nouvelle. Un camping-car GMC de 1978 est en vente et il sera parfait pour eux. Et ce camping-car, faut savoir une chose, il n'était pas vendu par n'importe qui. Il appartenait à Mikhail Woroniecki. Cet homme est très connu aux États-Unis. C'est un prédicateur de rue, porteur d'une parole évangéliste relativement extrême. Ces 30 dernières années, il a participé à de nombreux événements publics dans tout le pays. Et même au-delà de tout ça, il est en train de prêcher sa bonne parole accompagné de sa femme et de ses 6 enfants. C'est un homme incroyablement transcendé par sa croyance. Pour donner un exemple de son audace dans ses actions, il est allé jusqu'à manifester et prêcher sa foi chrétienne à Casablanca, au Maroc. Il disait certaines choses interdites par la loi religieuse. Suite à ça, une émeute a éclaté et il a reçu l'ordre par les autorités de quitter le pays. Certains écrits de Mikhail Woroniecki ont été une source d'inspiration pour Russell Yates durant ses études. Dans les années 80, cet homme très religieux et Russell s'étaient d'ailleurs rencontrés sur le campus universitaire. Ils avaient beaucoup discuté et après quelques années, ils étaient même restés en correspondance écrite. Un jour, Russell présenta Andrea à Mikhail. Elle fut d'abord intimidée, mais par la suite, Mikhail s'est mis à écrire des lettres au couple et ensuite seulement à Russell. Dans ces échanges, il donnait son avis sur beaucoup de choses, sur des thèmes souvent liés à sa croyance. Peu à peu, les Yates se sont mis à partager à peu près la même doctrine. Leur famille déjà pieuse le devenait encore plus. L'époux travailleur et responsable de l'entretien des ressources, accompagné de son épouse fidèle, s'occupant de ses enfants et de leur maison. C'était le tableau que l'on pourrait à première vue dresser des Yates. Une famille respectable, alimentée par la religion et l'éducation. Et c'était le cas. Andrea est une personne aux grandes capacités, qui depuis sa plus tendre enfance couronne de succès presque tout ce qu'elle entreprend. Son frère Andrew Kennedy témoignera et dira toutes les choses suivantes. Mon père nous a appris à être indépendants et à prendre soin de nous-mêmes. Ma sœur pensait qu'elle pouvait tout faire, s'occuper des enfants et de l'école à la maison aussi. Elle s'occupe aussi de son papa atteint d'Alzheimer à qui elle tient énormément. Mais Andrea en fait vraiment, mais vraiment beaucoup trop. On pouvait déjà percevoir une sorte de fatigue dans son attitude. Surtout que par pudeur peut-être, elle n'avait pas pour habitude de parler de ses émotions. Andrew, son frère, va continuer à dire les choses suivantes. Andrea et son mari étaient des gens très tranquilles, très privés. Toute notre famille pensait qu'Andrea en faisait trop. Elle n'avait que 3 ou 4 heures pour elle dans toute la semaine au mieux. Et même durant ces moments, elle devait emmener les plus jeunes de ses enfants avec elle. Le 15 février 1999, un autre garçon agrandit pourtant la famille Yates, Luke David. Mais environ un mois après, Russell remarque que son épouse est devenue déprimée. Le 16 juin, Andrea appelle son mari qui est encore au travail, en lui demandant de rentrer le plus vite possible. Arrivé à la maison, Russell la trouve assise au fond du camping-car, en train de trembler et de se ronger le bout des doigts. Il ne parvient pas à la calmer. Il demande à Jutta, la maman d'Andrea, de rester avec elle. Il lui demande de rester avec elle toute la journée du lendemain jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Au début, Russell pensait que son état était lié à la grippe, qu'il l'avait tous eu il y a de ça quelques semaines, mais ce n'était pas ça. Le lendemain, Andrea annonce à sa mère qu'elle va faire une sieste. Elle s'installe donc dans sa chambre. Mais là, elle avale au moins 40 pilules de trazodone, un médicament pour l'insomnie de sa mère. Au bout de quelques longues minutes, Jutta entre dans la chambre et la trouve allongée inconsciente. Andrea vient d'essayer de mettre fin à ses jours. Tout le monde est sous le choc et ses enfants sont en pleurs. Heureusement, elle est rapidement prise en charge par le 911 et elle est admise à l'hôpital. Elle sera relâchée assez rapidement avec une ordonnance avec des médicaments antidépresseurs. Cet événement est le commencement d'une période très difficile qui démarre pour la famille Yates. De retour à la maison, Russell ne reconnaît plus sa femme. Pour lui, sa personnalité a radicalement changé. D'une femme très dynamique, il la décrit maintenant comme un zombie. C'est pas très gentil de dire ça de sa femme, mais ouais, selon lui, c'était un zombie. Et il va même déclarer plus tard toutes les choses suivantes. Pendant qu'elle était malade,
Andrea ne répondait que par des déclarations de 1 à 2 mots. Elle se promenait nerveusement, elle semblait désorganisée et confuse, en plus d'être négligée. Elle se grattait la tête jusqu'à se faire des plaques rouges et sa jambe tremblait d'une façon incontrôlable. Elle portait Luc sur sa hanche et ne voulait pas le nourrir, même quand il pleurait. Elle regardait fixement dans le vide pendant de longues périodes. Lorsqu'elle était au plus mal, elle ne mangeait ni ne buvait, elle pouvait à peine marcher. Rappelez-vous ce fameux matin de 1994. Elle avait eu une vision d'une personne poignardée. Et bah cette vision, elle s'est répétée. Et pas qu'une fois, non. Dans sa tête, quelque chose n'allait pas. Elle avait quelque chose qui clochait quelque part dans son cerveau. Andrea en parle vaguement avec un psychiatre et elle est enfin diagnostiquée. Pour lui, c'est manifestement une dépression postpartum, un trouble de l'humeur associé à l'accouchement. Selon certains psychiatres, la dépression postpartum est un type de maladie dit à répétition, dont chaque épisode est généralement pire que le précédent. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette tentative, Andrea montre des signes de culpabilité par rapport à sa famille et à tout ce qu'elle a fait. Norma Toriak est une assistante sociale qui a pu s'entretenir avec elle durant cette période. Selon elle, Andrea a tendance à éviter certains sujets la concernant qui pourraient l'aider à aller mieux. Elle se soucie des autres mais ne prend jamais réellement le temps de se soucier d'elle-même. Au cours de leur entretien, Norma se met à soupçonner l'époux de la jeune femme d'être un peu trop contrôlant. Elle se méfie de lui, mais Russell a sa propre évaluation en ce qui concerne sa femme. Pour lui, Andrea a perdu son identité et elle ne compte que sur lui pour prendre des décisions. Elle est trop concentrée sur ses enfants. Il pense qu'elle s'oblige à porter un fardeau trop lourd pour elle et qu'elle a tendance à réfréner sa colère. Pour lui, sa femme est seulement victime d'une dépression et non d'une maladie mentale. Malgré ces discussions, rien de plus n'est mis en place. Les semaines passent et Andrea ne va pas mieux. Là, tout ce qu'on est en train de découvrir, ça ne sent pas bon du tout. Rien n'est fait pour qu'Andrea soit prise en charge. On fait potentiellement face à un problème psychiatrique qui n'est pas du tout à prendre à la légère. On l'a vu dans beaucoup trop d'affaires, ça commence avec tout un tas de signes non traités et ça finit très mal. Bref, je reprends, Andrea ne va pas mieux du tout. Silencieusement, elle se mutile avec ses ongles. Puis un jour de juillet, elle est dans un état second face à ses propres limites. Elle se menace elle-même avec un couteau devant le miroir de la salle de bain. Elle supplie son mari de la laisser mourir. À un psychiatre qu'elle rencontrera plus tard, Andrea disait qu'elle voulait mettre fin à ses jours. Ses visions s'accentuaient beaucoup trop, jusqu'à entendre des voix qui lui ordonnaient de faire des choses horribles. À travers ces petites voix, tout au fond de son être, elle ne pouvait s'empêcher de nourrir un sombre projet, celui de tuer Noah. Après cette nouvelle tentative, Andrea retourne à l'hôpital. Et cette fois-ci, elle intègre une unité de soins psychiatriques intensifs. Là-bas, après de longues discussions avec le docteur Starbranch, celui-ci comprend l'urgence de la situation. Il décide de faire une injection à Andrea d'un cocktail de 2 médicaments. Et comment vous dire que ça porte des noms bien flippants. De l'Ativan, un anxiolytique et surtout de l'halopéridol, qui est un médicament antipsychotique particulièrement lourd. Mais Andrea réagit plutôt bien au mélange. Elle réagit même très bien. En 24 heures, elle reprend du poil de la bête. Elle marche, parle normalement et regagne un peu plus d'appétit. Russell retrouve doucement la femme qu'il a épousée. Au vu des résultats encourageants, le médecin décide de lui prescrire l'halopéridol de façon régulière, conjugué à un antidépresseur aux effets stabilisateurs de l'humeur. Mais le docteur Starbranch est formel sur un point. Si Andrea et son mari ont plus d'enfants, il y aura 50% de chances qu'Andrea devienne déprimée. Elle aura alors probablement les mêmes symptômes et aura besoin du même traitement. Après ça, la famille déménage dans une petite maison, comme pour tourner un peu la page sur toute cette histoire. L'état d'Andrea s'améliore de jour en jour et c'est un soulagement pour tous ses proches. Ils avaient espoir de la voir vivre des jours meilleurs. Les semaines et les mois passent et la vie de famille semble reprendre son cours normal. Vers mars de l'année 2000, le docteur Starbranch a même fini par arrêter de prescrire l'halopéridol à Andrea, qui a arrêté les antidépresseurs d'elle-même. Ainsi, pendant toute l'année 2000, Andrea semble aller beaucoup mieux. La famille emménage même dans une nouvelle maison, toujours au Texas, à Beachcomber Lane. Une maison suffisamment spacieuse pour que tout le monde y trouve sa place. Andrea se remet un peu à la natation et il lui arrive de nager dans la piscine du quartier. Elle s'implique beaucoup dans la vie de ses enfants, leur faisant souvent des gâteaux et les emmenant au parc. Elle était très appliquée, jusqu'à même fabriquer des déguisements pour ses enfants et leurs petits copains. Bref, le lourd passé a l'air d'être enfin terminé et la page doit se tourner. Les choses vont si bien que peu à peu, Andrea et son mari discutent d'avoir un nouvel enfant. Selon les propos de Russell, ils aimaient beaucoup trop les enfants et ils voulaient toujours en avoir de plus en plus. Les paroles de mise en garde du docteur Starbranch reviennent alors dans les pensées du couple. Mais dans l'un de ses nombreux témoignages, Russell affirme que lui et sa femme étaient confiants pour la suite. Compte tenu des choses, Andrea et moi avons décidé d'avoir plus d'enfants. Si Andrea redevient déprimée, on reconnaîtra rapidement ses symptômes et on l'emmènera chez le médecin. Et ils vont lui donner les mêmes médicaments qui avaient fonctionné auparavant.
auparavant. Supposons que vous puissiez recevoir une belle voiture neuve en échange d'avoir enduré la grippe pendant 2 semaines. Vous accepteriez? Un enfant a bien plus de valeur qu'une voiture. Pour nous, c'était un bon échange, en se disant que même si les problèmes devaient arriver de nouveau, ces symptômes ne seraient ni graves ni durables, car elles seraient traitées rapidement et efficacement. Russell conclut par la phrase suivante: « Nous n'avions aucune idée que le fait d'avoir un autre enfant pourrait conduire à une telle tragédie. » Et ainsi, le 30 novembre de l'an 2000, Andrea accouche à nouveau. Elle espérait cette fois-ci avoir une fille, et son souhait s'est réalisé. Il décide de la baptiser Mary Deborah. Cet événement est un nouveau miracle aux yeux de la famille Yates, et la petite Mary est couverte d'amour par ses frères comme ses parents. Mais les médicaments ne sont pas des pilules magiques, et la santé d'Andrea est très fragile. Environ 4 mois après cette naissance, un jour du début de mars 2001, un événement vient bouleverser le précieux semblant de stabilité nécessaire au mental de la jeune maman. Le décès de son papa, que la maladie et l'âge ont fini par emporter. Et c'est à partir de là qu'Andrea a recommencé à gratter sa tête, jusqu'à devenir carrément chauve dans certaines parties de son cuir chevelu. Elle refuse de boire et de manger pendant plusieurs jours. Elle va lire frénétiquement la Bible et refuse de nourrir Mary. Son état devenait si inquiétant qu'elle devait être hospitalisée immédiatement. Son frère Andrew déclare par rapport à tout ça tout ce qui va suivre. La mort de mon père a été très dure pour elle. C'était probablement la dernière chose majeure qui lui est arrivée avant le drame, et elle ne s'en est jamais remise. Et la situation s'est aggravée par la suite. Andrea se met à moins parler, et son rire déjà rare semble avoir disparu. 3 semaines viennent de s'écouler, et Russell est dépassé par le comportement de son épouse. Il décide sur les conseils du docteur Starbranch, avec qui il est toujours en contact, d'emmener Andrea dans un nouvel établissement psychiatrique. Le couple en parle, mais la mère des 5 enfants refuse de quitter le foyer. Mais son état est trop critique, et un juge est sollicité pour demander son internement de force. Andrea pourrait être dangereuse pour elle-même, il fallait faire quelque chose. Russell, aidé de son frère Brian, l'oblige ainsi à s'asseoir dans un véhicule pour l'emmener jusqu'au complexe hospitalier Devereux Texas Treatment de la ville de League City. Le 1er avril 2001, elle est donc confiée à un nouveau psychiatre, le docteur Mohamed Saïd. Le docteur Tiedz, un autre psychiatre du centre, déclara plus tard qu'Andrea se disait déprimée par la mort de son père. Elle disait qu'elle se sentait mal de ne pas s'occuper de ses enfants durant la période où elle était internée. Russell, quant à lui, a eu une conversation avec le docteur Saïd. Il lui explique les antécédents de sa femme, et il souhaite que son traitement soit semblable à celui prescrit par l'ancien psychiatre d'Andrea, l'haloperidol, ce nom barbare qui a eu des résultats magiques auparavant. Pour lui, il est évident que c'est ce traitement dont sa femme a besoin. Mais le docteur Saïd n'est pas convaincu. En lisant le dossier médical et les analyses faites par le docteur Starbranch, il constate qu'un état de psychose a été diagnostiqué, et note les effets visiblement positifs du remède utilisé. Mais l'haloperidol est un psychoactif très puissant à ne pas prendre à la légère. Mais malgré ça, il accepte tout de même de la remettre sous ce médicament. Mais au bout de quelques semaines, il décidera d'interrompre le traitement. Andrea a un visage sans émotion et plat, et cette substance semble desservir sa santé plus qu'autre chose. Surtout que pour lui, il n'y a aucune preuve de psychose. Elle est déprimée, voilà tout, et l'haloperidol ne semble pas adapté. Mais il y a une chose qui n'a pas été prise en compte, quelque chose de très grave. Les hallucinations d'Andrea, car elle en a toujours, nombreuses et épouvantables. Russell n'est toujours pas au courant de ces dernières, et le docteur Saïd dispose d'une note dans son dossier qui dit qu'elle niait en avoir eu. Il faut dire que par rapport à ses visions, Andrea était toujours vague. C'était probablement dû à son caractère. Déjà que c'était difficile avec les médecins, elle n'en aurait jamais parlé à son mari. Ses visions peuvent tourner autour du meurtre de ses enfants, de celui de Noah en particulier, ou bien de mettre fin à ses jours, ou bien de l'avenir. Elle pouvait être tourmentée par son état mental défaillant, s'ajoutant en plus la dimension religieuse. Car dans ses dernières correspondances avec Mikhail Woroniecki, ce dernier avait des discours particulièrement extrêmes. Et ça aurait pu avoir une certaine incidence sur la psychologie et dans la façon dont réagissait Andrea. Par exemple, dans une lettre, il écrit que le rôle de la femme résulte du péché d'Ève et que les mauvaises mères enfantent de mauvais enfants. L'interprétation est large, mais dans le cas de la maladie mentale, la porte de la culpabilité peut être très rapidement grande ouverte. Et on va en voir les conséquences un peu plus tard. Environ 10 jours après son internement, Andrea recommence heureusement à se nourrir. C'est une amélioration jugée suffisante pour le docteur Saïd, qui va la libérer immédiatement pour qu'elle puisse rentrer chez elle. De retour à la maison, Dora Yates, la maman de Russell vivant au Tennessee,
fille est présente. Dorénavant, elle aidera sa belle-fille à s'occuper de ses 5 enfants. Elle sera là pour veiller qu'il n'y a aucun souci, au moins jusqu'à ce que les choses aillent mieux. Le jeudi 3 mai 2001, Andrea part se promener avec ses enfants, accompagnée de Dora. En revenant, Noah voit que l'attitude de sa maman est un peu étrange. Elle s'était rendue dans la salle de bain pour faire couler de l'eau dans la baignoire jusqu'à la remplir. Noah se dirige vers sa grand-mère pour la prévenir de tout ça. Dora se rend à son tour près de la baignoire pour arrêter l'eau. Mais Andrea ne prend pas de bain. Lorsqu'il lui demande la raison pour laquelle elle fait couler un bain, elle répond juste « j'en aurais peut-être besoin ». Il n'y avait pas plus d'explications. Peu de temps après, elle est emmenée pour revoir son médecin qui la soupçonne d'avoir toujours des pensées suicidaires. C'est peut-être toujours le cas. En tout cas, dans sa tête, plus rien ne tourne rond. Elle est complètement perdue dans une logique dénuée de sens, où se mêlent croyances, peur, culpabilité et mort. Et sa perdition l'amène vers de sombres chemins. De très sombres chemins. En secret, elle décide de préparer quelque chose. Mais cette fois-ci, elle n'en parle absolument à personne, même pas au pasteur. Et ce, malgré sa foi inconditionnelle. Après l'avoir vu, le docteur Saïd conclut que l'état d'Andrea est stable, bien qu'elle n'exprime que très peu d'émotions. Le docteur Saïd va dire « Pensez-vous pouvoir faire du mal ?» La réponse d'Andrea se fit dans un murmure. Et elle dit « Non ». Le docteur se contentera de cette réponse. Avant de la saluer, il lui donne un dernier conseil. Essayez de trouver de nouvelles façons de contrôler votre pensée. Malgré son professionnalisme, il ne lui est pas venu à l'idée de lui demander si elle pouvait faire du mal à une autre personne qu'elle-même. Et c'est à partir de là que tout va basculer. Mes amis, je vous propose de découvrir l'horreur et la tristesse d'Andrea Yates. Let's begin. La première fois que j'ai découvert ce qui va suivre, je vous avoue que j'ai eu les larmes aux yeux. Accrochez-vous bien parce qu'il y a énormément de tristesse sur ce qui va suivre. 20 juin 2001, nous sommes un matin. Et Andrea, comme à son habitude, prépare le petit déjeuner des enfants alors que Russell s'apprête à partir. Il déjeune puis se rend au travail. Mais avant ça, John demande à son papa si aujourd'hui il serait d'accord pour l'emmener au travail pour lui montrer la NASA. Russell décline sa proposition et lui dit de rester avec sa maman, qui lui montrerait une prochaine fois. La grand-mère Dora, quant à elle, n'est pas encore arrivée. Et c'était normal étant donné que chaque soir de son séjour, elle dort dans un hôtel à quelques kilomètres de la maison. Russell s'en va et il est près de 9 h. D'ici 1 heure environ, la grand-mère des enfants devrait arriver. Andrea se retrouve seule avec ses enfants. Elle se dirige alors dans la salle d'eau et fait couler un bain. Puis alors qu'ils regardent leurs dessins animés et mangent leurs céréales, Andrea va inviter Paul à venir la rejoindre pour se baigner. Là, lorsque le petit garçon est dans la baignoire, Andrea lui met la tête sous l'eau. Paul se débat et il s'étouffe. Andrea le maintient dans cette position jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Elle emmène ensuite le corps dans sa chambre, puis l'allonge sous la couverture, sa tête encore mouillée, posée sur les oreillers. Puis elle répète le même scénario avec Luc, puis avec Jean, puis avec Marie. Pour finir, sans prendre le temps de cacher la petite fille, elle appelle son plus grand fils, Noah. Mais lorsqu'il rentre dans la salle de bain, il remarque quelque chose de bizarre. Il distingue sa petite sœur avec le visage plongé dans l'eau, qui ne bouge plus. Il demande alors « Qu'est-ce qui ne va pas avec Marie ?» Puis selon le récit d'Andrea, il tente de s'enfuir de la maison. Mais elle va rattraper directement le garçon de 7 ans. À son tour, elle lui plonge la tête dans cette baignoire meurtrière, alors que Marie est toujours en train de flotter. Il se débat de toutes ses forces, se faisant des bleus, mais en vain. Andrea emmène ensuite Marie près de ses frères et enroule leurs bras autour du bébé, dans une sorte de position funéraire. À 9 h 56, le téléphone de Russell sonne, et il répond. C'est Andrea, et elle a l'air vraiment très préoccupée. Elle dit « Tu dois rentrer à la maison ». Russell va alors répondre « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Oui, c'est l'heure. » « Qu'est-ce que tu veux dire par là, Andrea ?» Russell prend tout de suite le coup de fil très au sérieux et commence à paniquer. Il est encore tôt et sa mère n'est peut-être pas encore arrivée. Il appelle pour s'en assurer et non, elle n'était pas encore là. Dora demande à son fils la raison de cette question. Russell répond que quelque chose ne va pas à la maison, que ça concerne peut-être les enfants. Il quitte très rapidement les bureaux de la NASA, prétextant une urgence familiale. Il rejoint le parking, monte dans son SUV et appelle Andrea en priant qu'elle réponde. Et là, elle décroche et il lui demande si quelqu'un est blessé. Elle répond oui à sa question. Et il va lui demander qui. Les enfants. Tous. Ils sont tous blessés. 10 minutes avant, Andrea avait appelé le 911 et elle est tombée sur l'agence Tubblefield. À plusieurs reprises et avec une respiration irrégulière,
elle lui avait demandé à ce qu'un officier de police vienne chez elle. Mais elle n'a pas tout de suite révélé ce qui venait de se passer. L'agent pense tout d'abord avoir affaire à l'appel d'une femme battue. La peur dans la voix, le souffle, le manque d'informations, c'était comme si quelqu'un était dans la pièce avec elle, à écouter tout ce qu'ils étaient en train de dire. Après qu'elle ait précisé qu'elle avait 5 enfants, l'agent décide d'envoyer quelqu'un à la maison. Alors que Russell est sur la route, c'est l'officier David Knapp qui reçoit un appel de la centrale par radio. Une femme vient d'appeler le 911 et ça a l'air plutôt urgent. En quelques minutes, David arrive à l'adresse indiquée. Devant l'entrée de la maison de Beachcomber Lane, elle attend. Elle respire difficilement, mais elle attend. David se gare, s'approche d'elle et lui demande « Pour quelle raison avez-vous demandé un officier de police, madame ?» Andrea le regarde droit dans les yeux et lui répond simplement « Je viens de tuer mes enfants. » David reste immobile pendant quelques secondes et lui demande où ils sont. Alors Andrea l'emmène voir ses enfants allongés dans la chambre. David la suit sans vraiment être préparé à ce qu'il va voir. Lorsqu'il entre dans la pièce, il découvre un grand lit au drap couleur bordeaux. Sur le lit, on aperçoit des petits bras blancs, comme de la porcelaine qui dépasse. L'agent de police s'approche doucement des enfants, délicatement et méthodiquement. Il vérifie s'il peut trouver des signes de vie. Mais les enfants sont froids et ne bougent pas d'un cil. David distingue une substance mousseuse au niveau de leurs narines. C'est le signe qu'un grave problème provient de leurs poumons. Malheureusement, il n'y a plus rien à faire. Noah 7 ans, John 5 ans, Paul 3 ans, Luc 2 ans et Marie 6 mois sont partis. David Knapp demande à Andrea de s'asseoir et il appelle des renforts. Puis il s'assoit face à elle en attendant qu'ils arrivent. Peu de temps après, la maison des Yates est cernée par plusieurs agents de police et elle est officiellement déclarée comme étant une scène de crime. Noah est enfin découvert dans la salle de bain, le visage contre le fond de la baignoire, baignant au milieu de ce qui semble être sa matière fécale. Andrea est mise en état d'arrestation. Et alors que les policiers travaillent autour de la maison, un cri déchirant est entendu dans la rue. C'est Russell et il est enfin arrivé chez lui. Il passe sous les rubans jaunes de la police et un des officiers se précipite devant lui pour l'appréhender. Le père de famille hurle « Qu'est-ce qu'elle a fait à mes enfants ? Qu'est-ce qu'elle a fait à mes enfants ?» Il explique en 2 mots l'appel de sa femme qu'il a reçu au bureau et les choses effrayantes qu'elle disait. L'officier lui fait comprendre que ses 5 enfants viennent de s'en aller. Et là, Russell s'effondre par terre. Il continue de crier de souffrance en pleurant. Il se met à cogner contre le sol puis à se recroqueviller sur lui-même quelques instants. Andrea vient de commettre l'impensable, l'irréparable. Sa folie l'a poussé à aller jusqu'au bout de ses délires hallucinatoires. Dorénavant et à jamais, la famille Yates est disloquée. Détruite. Celle qui était une maman est emmenée au commissariat dans la foulée pour y être interrogée. Installée à une table, un Coca-Cola face à elle, Andrea a les yeux fixes et vides. Aucune expression ni émotion ne transparaît sur son visage. Face à elle, le sergent Eric Mell. Il lui demande de retracer la matinée d'aujourd'hui depuis le réveil. Et c'est ce qu'elle va faire. Ensuite, après qu'Andrea lui ait expliqué avoir rempli la baignoire d'eau, il lui demande ce qu'elle prévoyait de faire. Andrea adopte une voix monocorde et dit « Noyer mes enfants ». Le sergent Mell demande alors pourquoi. Après une longue réflexion et de l'aide pour mettre des mots sur ses actes, Andrea finit par avouer la préméditation de ses meurtres. Elle dit les avoir envisagés depuis qu'elle savait qu'elle était une mauvaise mère. Selon ses confessions, ça faisait déjà 2 ans qu'elle songeait à cette folie. Et même si ce mot est plus que très faible pour l'ampleur de la chose, cet acte est explicable pour Andrea. Non, elle n'était pas en colère contre eux. Et non, elle ne détestait pas les enfants. Sa raison, c'est qu'ils ne se développaient pas correctement. Oui, c'est de la pure folie qui nous montre à quel point Andrea n'allait pas du tout bien. Dans ses lettres avec Michael Boroniecki, ce dernier disait dans un de ses sermons bibliques « Les mauvaises mères enfantent de mauvais enfants ». Eh bien Andrea pense qu'elle en est une de mauvaise mère. Et comme elle l'est par sa faute, ses enfants le seront également. C'est ce schéma qui semble s'être doucement dessiné dans son esprit malade. Elle dira plus tard que ses enfants n'étaient pas liés par le ciel, et qu'ils auraient mal tourné, et que probablement ils seraient sûrement devenus des tueurs en série. Donc leur ôter la vie était la seule chose à faire. Quoi ? Continuons. Puisque Satan l'avait repéré elle, Andrea Yates, alors c'était la seule solution. Elle devait le faire, c'est ce qui les sauverait selon elle. De son témoignage, ce qui s'est passé n'est pas une punition pour ses enfants, c'est une punition pour elle. C'est son dernier acte de miséricorde en tant que mère. Mais maintenant, ses enfants sont tous morts, et elle est désormais une meurtrière. Et elle se dit elle-même coupable, et ajoute... Je mérite d'être puni. Ses parents, sa fratrie ou encore Russell n'avaient jamais rien dit de tel à propos d'elle. Jamais ils n'avaient dit qu'elle était une mauvaise mère. Ils pensent que la psychose est à l'origine de son état d'esprit. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la condamnation d'Andrea. En 2002, le procès Yates s'est ouvert. L'avocat qui défend Andrea plaide l'aliénation mentale, disant qu'Andrea ne peut pas être tenue responsable de ses meurtres. Au Texas, la non-responsabilité des meurtres peut être défendue si l'on arrive à démontrer que l'accusé
ne pouvait pas distinguer le bien du mal lors des faits. Si elle est reconnue coupable, elle sera automatiquement condamnée à la prison à vie. Mais si elle est déclarée non coupable pour cause de démence, alors là, ça change tout. Elle sera alors placée dans un hôpital psychiatrique et restera sous la juridiction du tribunal. Avant le procès, plusieurs psychiatres ont diagnostiqué chez Andrea une dépression majeure. Elle avait une psychose postpartum, une schizophrénie, un trouble bipolaire et un trouble de la schizopersonnalité. D'ailleurs, ce n'est que pendant le procès que Russell a appris que sa femme avait des visions cauchemardesques. Ajouté à ce diagnostic, un psychiatre témoin de la défense déclare que l'état mental d'Andrea Yates au moment des noyades était très mauvais. Ce même psychiatre a déclaré sur une chaîne américaine que le destin de cette famille aurait pu être différent si Andrea n'avait jamais rencontré Mikhail Woroniecki. D'ailleurs, selon certains médias, cet homme aux pensées extrêmes et religieuses aurait porté une certaine responsabilité quant à l'influence d'Andrea. Cependant, Mikhail Woroniecki et Rusty Yates ont tous deux rejeté les allégations. Selon un journal de Houston, Russell a dit que sa relation avec Woroniecki ressemblait plus à un apprentissage comme dans un livre. Il disait qu'Andrea était libre d'accepter ce qu'elle voulait et de rejeter ce qu'elle ne voulait pas, et que c'était juste fou de penser ça une seule seconde. Il a déclaré qu'Andrea souffrait de schizophrénie, de dépression et de délire depuis des années. Il disait que la presse ne voulait rien de plus que créer des reportages à sensations fortes pour le public. Quant à Mikhail Woroniecki, il a qualifié les affirmations de la défense de ridicules, qu'il n'avait rencontré Andrea personnellement que 4 ou 5 fois en 20 ans, et que sa relation avec elle n'était rien d'autre que de l'amour et de la compassion. Puis vient le verdict. Pour Andrea, il y en a 2, espacés d'environ 4 ans. Sa première sentence l'a condamné en 2002 à la prison à perpétuité pour meurtre avec préméditation. Une remise en liberté conditionnelle après 40 ans d'emprisonnement. Les jurés n'étaient pas convaincus par son aliénation mentale. Mais en 2005, une cour d'appel a annulé la condamnation pour cause de faux témoignages de la part de l'un des témoins experts de l'État. Tout ça parce qu'il aurait pu biaiser le jugement final. Son procès d'appel, daté du 26 juillet 2006, a abouti à un verdict de non-culpabilité pour cause d'aliénation mentale. Andrea est donc condamnée à intégrer un établissement de santé mentale et ce pour de nombreuses années. Elle est actuellement enfermée à l'hôpital de Kerrville dans l'état du Texas. La famille d'Andrea lui rend visite tous les jours où ils sont autorisés à le faire. Andrew Yates, son frère, va déclarer toutes les choses suivantes concernant sa sœur. Elle va lentement mieux. Je sais qu'on essaie de la soigner et qu'on essaie de la rendre aussi normale que possible. Mais ça ne marche pas. Il a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Il va falloir des médicaments et des psychiatres. Aujourd'hui, Andrea se rend compte de ce qu'elle a fait. Elle sait que les enfants sont partis, mais son frère ne pense pas qu'elle se rendait compte des conséquences. Il conclut par cette phrase. Quand elle l'a fait, elle pensait qu'elle faisait la meilleure chose pour eux. Ce n'est que lorsqu'Andrea est tombée malade que ses proches ont pleinement réalisé que la maladie mentale régnait dans toute la famille. Ils ont tous commencé à se confier l'un à l'autre. Il s'est révélé que le frère d'Andrea, Andrew, et sa sœur Michelle étaient traités pour dépression. Son autre frère Brian a découvert qu'il était bipolaire. Plus il parlait, plus il soupçonnait tout ce que leur père, avant son décès, luttait lui aussi contre la dépression. Andrea, elle, avait eu des épisodes dépressifs lors de son adolescence, mais elle n'avait jamais été suivie pour ça. Après de longs moments de réflexion et beaucoup de temps, Russell, son mari, s'est dit qu'elle n'avait pas tué intentionnellement ses enfants. Devant les caméras de télévision, il déclare l'aimer et la soutenir. Depuis lors, Andrea a été remise sous Haldol et d'autres drogues médicamenteuses. Bien qu'elle ait un souvenir déformé du 20 juin, d'autres souvenirs reviennent. Selon elle, c'est comme si un brouillard se levait. Ce n'est que récemment qu'elle a été autorisée à avoir des photos de ses enfants. Devant les journalistes, Andrea se déclare comme étant la femme la plus détestée au monde. Et elle se dit prête à aller en enfer pour tout ce qu'elle a fait. Les enfants sont enterrés près d'un ruisseau au cimetière Forest Park East à Houston, au Texas. Russell, quant à lui, continue de vivre dans la maison où ses enfants sont morts, mais finira sûrement par la vendre. Et il déclare à ce sujet « Je ne peux pas m'imaginer rester là, avec tous ces souvenirs ». Russell a ouvert un site internet en hommage à ses enfants. Sur le site, il a posté beaucoup de photos et de vidéos d'eux, ainsi que des récits qui retracent leur vie. Ainsi se termine l'histoire d'Andrea Yates. Elle a fini par sombrer et mettre fin à la vie de ses enfants. C'est une affaire particulièrement triste avec beaucoup d'émotions. On fait face à une mère en détresse qui va, on peut le dire, tomber malade au fur et à mesure du temps. Elle avait de graves problèmes psychologiques qui non seulement la rendaient dangereuse pour sa propre vie et pour celle de son entourage. Malheureusement, dans cette affaire,
tout va basculer et elle va prendre la vie de pauvres innocents. J'aimerais avoir vos avis concernant cette mère qui a commis de tels actes. Je vous avoue que personnellement, j'essaie de prendre beaucoup de recul. On sait qu'aujourd'hui, quand ça touche la psychologie, c'est très difficile à comprendre et c'est terrible. Il y a des choses qui ne s'expliquent que très difficilement. En tout cas, j'attends vos avis et que ces pauvres petits bouts reposent en paix. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'ai une petite question pour ceux qui sont encore là. J'ai envie de vous connaître un peu plus et j'ai envie de vous répondre individuellement sur Instagram. Après cette vidéo, je vais essayer de répondre à un maximum de personnes, c'est promis. Quel est votre métier? Je suis trop curieux de savoir. Bref, je vous attends sur mon Insta Mogota Sama. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.